Bonjour, le quatrième module de notre formation PSGSE s'intitule Planification et administration des systèmes éducatifs. Ce module concerne principalement, comme cette diapositive va vous révéler, la gestion du système éducatif et ceci en deux grands blocs. Premièrement, la répartition des moyens, qui concerne la gestion administrative, financière, gestion des ressources humaines, dans laquelle on interrogera la cohérence des différentes activités et évidemment les choix que l'on opère. Et puis un deuxième bloc qu'on a déjà vu en particulier au niveau du troisième module, qui était consacré aux apprentissages, la gestion pédagogique, qui, une fois les moyens alloués aux établissements, s'interroge sur la manière dont on transforme ces moyens, dont on transforme ces ressources en apprentissage. Nous allons prendre deux exemples empruntés à ce quatrième module concernant à la fois la gestion des ressources, l'allocation des ressources, et puis la partie allocation de ressources et gestion pédagogique. Le premier de ces exemples concerne ce qu'on appelle des économies d'échelle. Lorsque nous avons la possibilité de connaître le coût total qui correspond au fonctionnement d'un établissement, si nous divisons ce coût total par le nombre d'élèves, nous avons la possibilité d'avoir ce que nous avons dans ce diagramme, une représentation de la relation entre le coût unitaire et le nombre d'élèves, c'est-à-dire la dépense par élève et le nombre d'élèves. Ceci fait apparaître effectivement la possibilité d'économie d'échelle. Le coût total, c'est quoi? C'est des frais généraux, globaux, et puis des frais qui varient en fonction du nombre d'élèves. Ces frais généraux globaux, quand on les divise par le nombre d'élèves, ils décroissent très rapidement. C'est ce que nous voyons ici, le long de la courbe, cette forme fortement décroissante, et puis ensuite qui devient asymptotique. Et nous avons la possibilité d'utiliser ce type d'analyse pour déterminer quelle devrait être la taille optimale des établissements, par exemple. Vous voyez qu'ici, cette relation que nous aurions, par exemple, dans ce pays entre le coût unitaire et le nombre d'élèves nous révèle qu'il est intéressant de ne pas avoir des établissements trop petits, de l'ordre de 200 élèves, par exemple, et plutôt d'essayer d'aller vers la partie où on gagne de moins en moins en termes de coût unitaire, c'est-à-dire de dépenses par élève, à avoir une taille plus grande. Par exemple, ici, entre 400 et 600, c'est sans doute l'endroit où raisonnablement il convient de situer la taille des établissements. En dessous, on s'expose à des coûts unitaires relativement forts. Au-dessus, on ne gagne pas beaucoup en termes de coûts unitaires. Cette analyse d'économie d'échelle est relativement classique. Elle, évidemment, n'a d'intérêt que si nous avons des coûts fixes relativement importants. Si tout dépend du nombre d'élèves, il n'y a pas d'économie d'échelle à réaliser dans le système. Le deuxième exemple que nous allons considérer est un exemple classique d'allocation des ressources humaines et notamment des enseignants dans les écoles. Nous avons un diagramme ici qui permet d'examiner comment se répartissent les enseignants en fonction de la taille des écoles mesurée par le nombre d'élèves. Eh bien, vous voyez ce nuage de points ici mesure pour chaque école. Chaque école est un petit point, un petit carré rose. Eh bien, pour chaque école, on connaît le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants. Ce que nous voyons ici, c'est que l'ajustement est loin d'être parfait, c'est-à-dire il y a une certaine dispersion autour de la relation moyenne, autour de la courbe de tendance qui est ici. Même si évidemment la relation est positive, nous constatons qu'il y a des écoles qui ont, pour un même nombre d'élèves, un nombre d'enseignants qui varie du simple au double. Alors c'est un élément important qui permet premièrement, d'interroger le principe d'allocation des enseignants dans les écoles. Est-ce que, finalement, cette répartition réelle des enseignants que nous avons au niveau des écoles, elle a du sens? Est-ce qu'elle s'explique? Elle peut être le résultat d'une politique volontaire de surdotation de certaines écoles qui sont en situation défavorisée, par exemple par leur peuplement plus rural, plus pauvre, et donc ceci mérite d'être constaté si c'est le cas.
Ça peut être le résultat d'un dysfonctionnement et tout simplement le fait que nous ayons davantage de préférence de la part des enseignants pour être dans les villes plutôt que dans les campagnes, et nous aurions plus d'enseignants dans les écoles urbaines, par exemple, pour un nombre d'élèves donné par rapport aux écoles rurales. Phénomène que nous observons assez fréquemment. La deuxième dimension que nous pouvons considérer à partir de ce graphique, c'est la transformation des moyens en résultats. À partir du moment où nous constatons une variété comme celle-ci, indépendamment du jugement sur la pertinence de cette variété, on peut considérer qu'elle offre la possibilité de mesurer si les écoles surdotées, pour lesquelles il y a plus d'enseignants par élève que d'autres, eh bien, obtiennent de meilleurs résultats que les élèves sous-dotés. Il suffit pour cela d'associer à cette répartition, ou en tout cas à cette typologie des écoles, selon qu'elles sont surdotées ou sous-dotées en moyens, un indicateur de résultats qui pourrait être, par exemple, les résultats aux examens obtenus par école. Ce serait sans doute bien mieux si on pouvait obtenir non seulement un résultat final, mais un résultat en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire la capacité que ces moyens supplémentaires ont de permettre de faire progresser davantage des élèves d'un niveau donné. Eh bien, nous avons là les deux dimensions de la gestion qui sont réunies et qui sont illustrées par ce graphique. C'est donc ces différents éléments relativement intéressants et complexes que nous allons étudier dans ce module. Au revoir et bon courage.